Sunday Night Production. En course à pied, la plupart des blessures peuvent facilement être évitées, à condition bien sûr d'être à l'écoute de son corps. Mais comment faire pour interpréter les signaux et messages d'alerte que notre corps nous envoie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti. Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un nouveau programme dédié au corps et à l'esprit. Chaque mois, un médecin du sport et une préparatrice mentale vous donnent toutes les clés pour améliorer votre santé et votre mental grâce à la course à pied. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans Body and Mind, votre nouveau programme dédié à votre santé mentale et physique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la docteure Marion Delpierre, médecin du sport et ultra-trailleuse qui va nous aider à mieux interpréter les signaux que nous envoie notre corps. Marion, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi dans cet épisode de Body and Mind. Comment est-ce que tu vas depuis la dernière fois ? Salut Guillaume, écoute, c'est un plaisir aussi de te retrouver sur cet épisode. Ça va très bien depuis notre dernier enregistrement et puis j'ai hâte de discuter de ces sujets-là avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est vrai que c'est pas si simple que ça de pouvoir interpréter les signaux que nous envoie notre corps en matière de blessure. La blessure, c'est souvent quelque chose qui fait peur, qui effraie les coureurs à pied. Moi, souvent, quand on me demande ce qu'il y a le plus dur dans mon sport, je dis souvent le plus dur dans la course à pied, c'est de ne pas courir. Parce que c'est vrai qu'on est attaché à notre routine, on est attaché à tout ça. Et finalement, les séances de fractionner, les sorties longues, c'est pas grand-chose comparé au fait d'être cloué chez soi sur son canapé. Toi, je sais pas, Marion, si tu as déjà connu des périodes de blessures. Alors, en tant que médecin, en tant qu'athlète de haut niveau, j'imagine que tu dois être immunisé à tout ça et que la blessure, ça ne doit pas faire partie de ton quotidien. Ou peut-être que tu restes humaine. Non, je suis humaine et je te garantis qu'on se blesse encore, même quand on fait de la compétition et du haut niveau, comme tu le dis. Après, c'est vrai que globalement, dans les pourcentages des blessures, c'est vrai que souvent, c'est quand même plus les sportifs, on va dire, entre guillemets, loisirs. Il n'y a rien de péjoratif à ce terme, mais globalement, c'est plutôt ceux qui débutent dans la discipline ou qui courent qui courent vraiment depuis peu. Et du coup, c'est souvent un problème de charge d'entraînement et ça amène les blessures. Le corps est pas encore habitué à ces contraintes mécaniques. Et les sportifs qui s'entraînent depuis longtemps, régulièrement, c'est vrai que ce sont ceux quand même qu'on voit le moins au cabinet. Ce sont ceux qui se blessent le moins, mais pour autant, ça arrive quand même de connaître cette blessure. Moi, pas plus tard que l'été dernier, j'ai connu une blessure de surcharge et on n'est pas immunisé contre la blessure quand on est sportif de haut niveau et on n'est pas immunisé non plus quand on est médecin du sport. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif finalement. Et moi-même, je l'ai remarqué, plus je m'entraîne, plus je vais faire des kilomètres. À partir du moment où je respecte une forme de progressivité, à partir du moment où j'ai un plan d'entraînement qui est quand même adapté à mes spécificités. Mais c'est vrai que moi, les périodes où je me suis le plus entraîné, c'est souvent les périodes où je me suis le moins blessé. Et les périodes où j'ai pu me blesser, c'est souvent en période de reprise, voire même des fois en période de décharge, mais c'est rarement sur vraiment le noyau dur de mon entraînement. Et ça, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est parce que tout simplement, j'imagine que le corps s'adapte, se renforce aussi en fonction de l'activité physique qu'on va faire. Et à partir du moment où on est régulier, eh bien le corps il va pas, il va se solidifier, il va se construire, il va se muscler. Et du coup, il est capable d'encaisser même des charges assez importantes parce que c'est une très belle machine. Alors que le coureur amateur ou celui qui va être un peu en dents de scie, il va s'entraîner, il va arrêter 2 semaines, il va reprendre. Là, le corps, il sait plus trop comment réagir, il sait plutôt comment il doit s'adapter. Il va se muscler, désmuscler. Et c'est là où la blessure peut arriver, en fait. Oui, exactement. C'est ce que tu dis justement là sur les blessures en reprise, c'est quand même assez fréquent et j'aurais envie de dire aussi une fois passé la trentaine. Enfin moi c'est ce que je remarque au cabinet souvent après les périodes de coupure. Si la reprise n'est pas progressive, s'il y a de nouveau des séances d'intensité qui sont faites assez rapidement, c'est vrai que ça peut effectivement engendrer des blessures et c'est pas des blessures qu'on a forcément dans des périodes de charge si on est dans un plan d'entraînement bien établi et dans une progressivité. Donc, il faut toujours se méfier de ces reprises post-coupure, surtout, on va dire, à partir d'un certain âge, où il faut être vraiment très, très vigilant à être très progressif, tant sur l'intensité que sur le terrain, le dénivelé. Si c'est par exemple un trailer qu'on n'a pas fait dénivelé pendant 3 semaines, je peux te dire que même si on a un certain niveau, quand on reprend, ça tire bien au niveau musculaire, toute
la phase, tu sais, de descente d'excentrique, Bien sûr. on casse les fibres très rapidement et du coup, c'est vrai que c'est assez fréquent qu'en reprise, il faut être vraiment vigilant sur les quantités de séances et surtout ce qu'on y met dedans, quoi. Bon, bah écoute, on va parler de tout ça aujourd'hui et surtout, on va aider nos auditeurs à mieux comprendre leur corps, à mieux interpréter les signaux que peuvent vous envoyer vos muscles, vos articulations, pour vous prévenir qu'attention, peut-être que vous devriez être vigilant, sinon ça risque d'être la blessure. Et la blessure, alors on retrouve pas mal d'études, mais une qui nous a semblé assez cohérente, on estime que 30% des coureurs se blessent chaque année et que 80% des coureurs se blesseront au moins une fois durant leur carrière sportive, entre guillemets. Mais heureusement, comme je l'ai dit, la plupart du temps, il y a des signaux avant-coureurs qui sont un peu comme des avertissements, des alertes. On peut identifier plusieurs types de pépins physiques. Certains vont parler de douleurs, de gênes, de nœuds ou encore de pointes. Est-ce que ces termes veulent tous dire la même chose ou au contraire non? Il y a quand même des petites nuances. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors je différents, c'est des termes, tu vois, douleur, blessure, gêne, c'est vraiment des termes assez différents. La douleur globalement, dans le sport, hein, quand tu fais du sport, c'est un phénomène quand même assez fréquent, surtout si tu cherches à pousser ton corps sur des séances spécifiques ou quand tu as un dossard sur le torse, forcément tu vas connaître la douleur parce que tu vas aller à une certaine intensité. Donc pendant les entraînements ou pendant les courses, il y a certains muscles, tendons, articulations qui peuvent souffrir parce qu'ils sont mis à contribution plus qu'à l'accoutumée. Alors chez le coureur à pied, ça va être essentiellement forcément les membres inférieurs, donc hanches, genoux, chevilles. Donc voilà, surtout s'il y a un manque de progressivité dans les entraînements, si c'est une activité qui est inhabituelle, alors tant sur l'intensité qu'on demande, tant sur le kilométrage, si tu passes d'une course de 10 bornes à 30 bornes, forcément, il y a une certaine adaptation qui est nécessaire. Et aussi sur le terrain. Si tu es un coureur sur route et que d'un coup, tu te mets à faire du trail, tu as toute cette notion de montée ou qui demande de recruter plus de muscles qu'à plat et puis toute la descente aussi avec le mode de contraction qu'on appelle excentrique qui est quand même assez exigeant et qu'on rencontre moins quand on court à plat. Donc voilà, c'est vrai que cette douleur, elle est nécessaire, elle est même tout à fait normale quand on pratique une activité sportive. C'est une réponse de ton corps à un stress qui est l'entraînement. Mais voilà, moi je fais vraiment la différence entre cette gêne, cette douleur et la blessure parce que une douleur n'est pas forcément une blessure. Donc il faut juste si on a une douleur qui arrive, on se dit OK, il faut se poser des bonnes questions, savoir où est-ce qu'elle est cette douleur exactement, est-ce que elle évolue, est-ce elle dure 1 ou 2 jours, elle disparaît puis elle revient, en gros, faut faire l'analyse de cette douleur, est-ce qu'elle s'intensifie avec mes séances ou est-ce qu'elle a tendance à diminuer. Voilà, il faut se poser les bonnes questions et pour essayer de faire un peu le Sherlock Holmes et voir s'il est nécessaire de consulter ou pas, quoi. Tu dis que la douleur, finalement, elle n'est pas là pour nous embêter, elle n'est pas là pour nous gâcher la vie, elle peut même avoir une certaine forme d'utilité. Moi, ça m'intéresse parce que c'est pas forcément comme ça que je la vois. Et pourtant, la douleur, elle fait partie aussi du quotidien du coureur à pied. Hein. Quand on fait une séance de fractionné et qu'on a les cuisses qui commencent à nous brûler, le lendemain aussi au réveil après une séance de course à pied, on peut avoir des sentiments de douleur, de gêne, comme tu le dis. On va détailler un peu comment les différencier. Mais selon toi, la douleur, vraiment la douleur, à quoi est-ce qu'elle sert? Quel est son rôle chez un athlète? Déjà sur cette douleur, en fait, faut dire qu'on est tous différents. On n'a pas du tout les mêmes mécanismes de déclenchement de la douleur. Il y en a qui auront un seuil de douleur plus bas que d'autres. Donc, ce qu'on appelle chez la tolérance à la douleur. Les athlètes élites, ils sont capables, par exemple, plus que les autres, de dominer cette douleur, cette souffrance et de repousser leurs limites physiologiques parce qu'en fait, ils se connaissent bien, ils savent bien comment fonctionne leur corps, donc ils savent doser, ils savent s'arrêter et reconnaître une douleur anormale. Donc pour moi, elle est utile parce qu'elle fait partie de cette progressivité, elle fait partie de cette progression. Après, il faut pas dépasser un certain
on va dire un certain seuil, un certain cap. J'aime bien quantifier la douleur sur une échelle, en fait, ce qu'on appelle une échelle visuelle analogique, qui va de 0 à 10. Souvent, je demande à mes patients, quand ils viennent me voir pour une douleur, je leur demande de la quantifier. 0, ça fait pas mal du tout, et 10, c'est vraiment une douleur insupportable, intolérable. Et en fait, tu te rends compte qu'au final, quand tu es sur une échelle de 0 à 10 comme ça, si tu as 1, 2, c'est plus, on va faire parler plus de gêne. Et puis, si tu es autour des 5, 6, oui, effectivement, c'est une vraie douleur. Donc, la douleur, elle fait vraiment partie du système de défense de l'organisme. Quand le corps il détecte une blessure ou une anomalie de fonctionnement, il déclenche en fait ce signal de douleur pour nous faire réagir. Donc, tu es en train de cuisiner, tu poses ta main malencontreusement sur une plaque, qu'est-ce que tu fais ? Tu la retires, ou alors tu te tords la cheville en descente parce que tu étires tes ligaments, paf, ça fait mal, tu t'arrêtes, tu ralentis. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, un système de défense qu'il faut savoir aussi écouter et adapter en fonction de ce que tu ressens de ta douleur, adapter la suite de l'entraînement. Donc si par exemple c'est une douleur qui fait que s'aggraver au fur et à mesure de la sortie, tu étais à 1 ou 2 sur 10 en début de sortie, puis finalement au bout de 15-20 minutes tu es plutôt autour des 4, tu sais que voilà, il va falloir un petit peu modifier ton entraînement. Donc je pense que être à l'écoute aussi des douleurs, ça permet d'éviter des blessures plus graves. Parfois c'est une douleur intense dès le début et là c'est tout, tu peux rien faire d'autre. Mais par contre il y a des moments, c'est vraiment un début de gêne et pas de douleur, et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir adapter l'entraînement et consulter pour ne pas tomber justement dans l'écueil de la blessure qui va potentiellement t'handicaper pour plusieurs jours, voire semaines, quoi. Merci pour ces éclaircissements, Marion. On va rentrer dans un cas un peu concret. Alors là, j'invite vraiment nos auditeurs et auditrices à être attentifs ou attentives, même si c'est pas forcément leur cas, mais ça peut leur arriver. Voilà, on est en train de faire un run, un footing. Je vais te donner un cas qui m'est arrivé à moi en période de reprise. Je suis sur un footing, tout ce qu'il y a de plus classique, 1 heure, 12 km, 12-13 km. Et d'un seul coup, on commence à ressentir une gêne, une petite douleur sur... ça peut être le mollet, ça peut être l'ischio, ça peut être la cuisse, ça peut être, pourquoi pas, je sais pas, la rotule. Comment est-ce qu'on doit réagir face à cette petite douleur, face à cette gêne ? Comment est-ce qu'on peut déjà savoir si c'est, comme tu disais, une douleur, une gêne ? Voilà, selon toi, quelles sont les questions qu'on doit tout de suite se poser ? Parce que potentiellement, est-ce qu'on continue notre entraînement ? Est-ce qu'on s'arrête ? On appelle quelqu'un pour qu'il vienne nous chercher ? Est-ce qu'on rentre à pied ? Tu vois, généralement, on est un peu démunis, on ne sait pas quoi faire. Alors moi, en l'occurrence, j'ai continué mon entraînement. Ça n'a pas été forcément une bonne décision parce qu'à l'époque, voilà, on n'avait pas fait cet épisode et je ne savais pas comment réagir. Donc voilà, selon toi, quelles sont les questions qu'on doit se poser ? Comment est-ce qu'on doit analyser ça ? Alors, effectivement, déjà très rapidement, savoir quel est le type de douleur, où est-ce qu'elle se situe. Est-ce que c'est au niveau du corps musculaire ? Est-ce que c'est au niveau d'un tendon ? Est-ce que c'est une articulation ? Tout à l'heure, tu parlais de la rotule, du genou. Donc voilà, déjà musculaire, tendineux ou articulaire. Ensuite, tu évalues son intensité, comme je parlais tout à l'heure de gradué entre 0 et 10. Voilà, cette douleur-là, elle a quelle intensité ? Est-ce que elle est plutôt stable ? Par exemple, tu continues, là je te vois courir à plat. Est-ce que en continuant 10-15 minutes, cette douleur, elle est plutôt stable ou elle est plutôt croissante ? Déjà, si tu vois qu'elle est croissante, c'est sûr qu'il vaut mieux s'arrêter. Après, si elle est plutôt stable, tu vas te dire ok, je vais peut-être en fait adapter ma sortie à ce que j'avais prévu. J'avais prévu du fractionné, j'ai une tension au mollet. C'est peut-être pas le bon moment de faire de la VMA. J'ai prévu une sortie longue. Je sais pas, je te dis, je suis en prépa marathon ou trail, tu fais 20 bornes. Effectivement, on va peut-être réfléchir à raccourcir un petit peu le parcours. Et puis, si cette douleur, donc on a été dans les deux cas, elle est plutôt stable ou elle s'aggrave. Elle s'aggrave, on s'est arrêté. Elle est stable, et après, il va falloir, une fois que tu es rentré chez toi et que tu as modifié ta sortie, il va falloir quand même évaluer cette douleur a posteriori et voir, ok, est-ce qu'elle persiste pendant plusieurs jours déjà, ou est-ce que, en fait, 1 heure après mon run, elle est
est partie. Est-ce que c'est une douleur qui arrive plutôt qui est dans ma vie quotidienne, ou elle est plutôt que à l'effort? Est-ce qu'elle cède avec l'exercice? Est-ce qu'elle a modifié ma façon de courir? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es mis à boiter ou autre? C'est sûr que ça fait beaucoup de questions, mais en gros, c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Si c'est une douleur qui modifie ta façon de courir, qui entraîne une boiterie, potentiellement, il faut quand même consulter assez rapidement. Si c'est une douleur qui a plutôt tendance à céder avec l'exercice, on se dit que et qu'on est sur un tendon, on est sur une phase ce qu'on appelle une tendinopathie, donc sur une phase 1 de la tendinopathie, donc une phase assez précoce. Donc il va falloir surveiller ce tendon pour pas que ça s'aggrave. Donc voilà, en gros, quand tu es rentré chez toi, il faut quand même évaluer sur plusieurs jours, modifier l'entraînement sur plusieurs jours pour voir comment cette douleur elle évolue. Et puis aussi, il faut se poser les questions entre guillemets à froid de est-ce qu'il y a un contexte particulier de survenue de cette douleur? Est-ce que c'est une période de charge? Est-ce que j'ai changé mon matériel? Est-ce que en ce moment je suis plus fatiguée qu'à l'habitude, tant sur le physiquement que mentalement? On avait fait un épisode la dernière fois sur la fatigue physique ou mentale. Eh bien oui, si t'es dans une période où t'es pas forcément bien, t'es pas track, t'as plein de boulot et t'essaies de caler tes séances comme tu peux, pour moi on est quand même plus sujet à la gêne, la douleur, la blessure sur ces périodes-là. Est-ce que t'as un bon sommeil? C'est sûr que si t'as un nouveau-né à la maison et que tu dors très peu et que tu changes pas ton entraînement, tu t'entraînes comme à l'habitude et que t'as des petites tension, voilà. Je pense qu'il faut se poser aussi ces questions de nous, ce qu'on appelle les facteurs étiologiques. Est-ce qu'il y a un contexte particulier qui peut expliquer ma douleur? Et du coup, quand on a identifié ce contexte particulier, peut-être essayer de le corriger un petit peu je reviens sur mes baskets que j'avais avant et peut-être pas les nouvelles tout de suite. J'essaie de dormir un peu plus et tu vois un petit peu en essayant de jouer sur ces petits facteurs, tu vois si la douleur elle évolue favorablement ou si par contre elle est constante, voire elle s'aggrave, et là ça nécessite effectivement de consulter ton médecin, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, on va revenir un peu sur certains points, notamment l'endroit où se situe la douleur, parce qu'évidemment, j'imagine que si c'est musculaire, si c'est au niveau des tendons, si c'est articulaire, il faut pas... il y a des degrés différents et comment est-ce qu'on doit agir par rapport à ça. Mais l'évaluation de la douleur, en tout cas, c'est intéressant. Est-ce qu'elle va croître? Est-ce qu'en fonction de notre entraînement, ça va évoluer? Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte, et notamment si elle va modifier notre façon de courir, puisque j'imagine que si on se met à boiter, j'imagine que inconsciemment aussi on a mal au mollet droit, et on va essayer un peu d'appuyer plus sur le côté gauche, et donc on va créer un déséquilibre, et là le risque c'est en fait d'ajouter une blessure sur une blessure, ou c'est voire même d'aggraver les choses. Donc ça, il faut être il faut être vigilant par rapport à ça, puisque on a une ergonomie de course. Si on commence à modifier ça, ça peut rajouter quelque chose, et là il faut faire gaffe. Oui, bien sûr, tout ce qu'on appelle les pathologies de compensation, en fait, où tu remarques qu'au final, t'essaies même involontairement, en fait, t'essaies de soulager un peu le tendon d'Achille à droite, et puis quelques jours, voire quelques semaines après, finalement, t'as une douleur de la rotule à gauche, ou une douleur de l'ischio à gauche, parce que t'as compensé, t'as voulu décharger le membre qui était à la base douloureux. Donc c'est vrai que c'est important d'écouter quand même ces petits signaux. Au niveau des 3 types de douleurs là dont on vient de parler, que ce soit musculaire, tendineux ou articulaire, je pense qu'il faut bien les identifier. D'ailleurs, d'abord au niveau musculaire, puisqu'on parle de douleur, on peut parler aussi des courbatures, parce que tu as déjà dû bien connaître les courbatures. Oui. Celles-ci, elles sont pas inquiétantes, tu vois, en termes de douleur. En général, c'est des douleurs du coup après l'effort, a posteriori, elle dure 48-72 heures. Faut pas s'affoler, faut pas trop tirer dessus non plus. Vaut mieux faire des massages doux, des bains chauds, et diminuer les sollicitations mécaniques des jambes, des membres inférieurs. Mais voilà, c'est pas des douleurs qui sont inquiétantes. Je rebondis sur ce que tu dis, Marion, parce que on a fait récemment un épisode avec Greg, alias Major Mouvement, autour des courbatures, et on a eu quelques réactions de personnes qui nous disent « Moi, j'ai quasiment tout le temps des courbatures après mes séances. » Et là,
les courbatures, finalement, alors je mets de côté ceux qui commencent ou qui débutent la course à pied parce qu'effectivement, c'est normal, on va casser quand même pas mal de muscles. Généralement, quand même, quelqu'un qui va avoir systématiquement sur certaines séances, par exemple, séances de fraction des courbatures, c'est peut-être qu'elles sont trop espacées et que justement, il a peut-être tendance dans la construction de son plan d'entraînement à le corps finalement se démuscle parce que peut-être que dans la construction du plan d'entraînement, il y a peut-être pas assez de régularité voilà, aussi. il y a peut-être pas assez de régularité sur certaines séances. Et ça, c'est aussi des signaux qui doivent nous alerter parce que sur un athlète entraîné, on va dire, les courbatures quand même, ça doit être assez rare. Ça va vraiment être sur certaines effectivement séances spécifiques. Si on va travailler par exemple à très haute intensité, ce qui peut arriver l'hiver quand on prépare les crosses ou peut-être des meetings en salle pour ceux qui font de l'athlétisme, où là vraiment on va travailler la vitesse pure, l'explosivité, ou sinon sur des grosses sorties longues, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais normalement, un coureur à pied, il a un registre de vitesse qui est varié dans son plan d'entraînement. Et les courbatures, sur un athlète entraîné, encore une fois, ça doit rester, on doit vraiment pouvoir tout de suite comprendre pourquoi. Oui, c'est ça. Il y a souvent, on a souvent un facteur qui explique, comme tu dis, plus de sollicitations l'hiver en intensité avec les crosses ou le trailer qui se remet à faire pas mal de dénivelé. Donc il y a souvent une explication. Celui qui a tout le temps des courbatures, effectivement, faut peut-être revoir au niveau du plan. Est-ce qu'il y a assez de sollicitations bien régulièrement? Il suffit juste d'arrêter 15 jours de faire du fractionné. Quand tu reprends, forcément, t'as des courbatures, quoi. Donc, ça doit pouvoir nous alerter. Merci Marion pour ces explications. Alors au niveau justement de la douleur, puisque c'est un sujet où on s'intéresse quand même pas mal à la douleur, au niveau de la douleur musculaire, comment est-ce qu'on doit l'interpréter? Parce que moi je vais reprendre un peu mon exemple de tout à l'heure. J'étais en période de reprise, je courais et là finalement j'ai eu une douleur au niveau du mollet, une douleur qui était assez localisée d'ailleurs. Je l'ai interprétée comme étant finalement ce qu'on parlait, c'est-à-dire une courbature. C'était assez logique puisque j'étais en période de reprise et du coup j'y ai pas forcément prêté une grande attention. Je me suis dit que ça faisait partie du quotidien et malheureusement non. Est-ce que du coup est-ce que cette douleur j'ai fait des erreurs à ton avis dans ce que je te dis là? Eh ben, déjà, si tu me dis qu'elle est venue pendant ta séance, si tu étais en train de courir et que tu as eu la douleur qui arrive, déjà, c'est pas la courbature, du coup, parce que ta courbature, elle arrive à 24 heures, tu vois, après ta séance. Donc, si tu as une douleur musculaire aiguë en séance, pour moi, c'est déjà un petit signe d'alarme. C'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Donc on adapte la séance, on essaie de rentrer chez soi si on y arrive. Et après, il faut regarder un petit peu, est-ce que c'est douloureux à la palpation? Est-ce que c'est douloureux quand je contracte? Donc typiquement quand je marche, est-ce que ça me fait mal au mollet? Est-ce que quand j'étire un petit peu le mollet, est-ce que j'ai l'impression que c'est de perdre un peu de mobilité? Est-ce que c'est douloureux? Donc moi, en général, la douleur musculaire, il faut quand même assez vite stopper et consulter. En fait, faire le bilan, vaut mieux y aller à tort parce que les douleurs musculaires, moi, j'en vois pas mal 3, 4, 5 mois après. Les gens me disent, j'ai eu une douleur aiguë en séance, je me suis arrêtée, je me suis reposée 2 mois et puis j'ai voulu recourir et en fait, j'ai toujours mal. Donc, c'est qu'il y avait bien une lésion à la base et la douleur, la lésion musculaire, elle se soigne pas par le mépris et par le repos. En fait, il y a énormément un travail de rééducation derrière qu'il faut faire avec un masseur kinésithérapeute. Donc pour moi, les douleurs musculaires, il faut pas bricoler dans son coin. On arrête, on prend pas de médicaments, on prend pas d'anti-inflammatoires parce que du coup, ça perturbe la cicatrisation tissulaire. On met une petite compression, tu vois, une chaussette de compression ou un manchon si c'est au mollet, et puis on consulte. Parce qu'il faut pas rester. C'est mieux de consulter un médecin qui est spécialisé dans le sport et qui connaît un peu le running, parce que j'entends encore parfois, on m'a juste dit d'arrêter, de prendre des anti-inflammatoires et de reprendre dans 2 mois. Donc non, ça c'est pas la chose qui est recommandée pour les lésions musculaires. Il y a d'autres choses à faire et le repos ne suffit pas à guérir d'une lésion musculaire. Au niveau des douleurs au tendon, parce que ça, c'est quelque chose... Alors, là, on est quand même... Les douleurs en tendon, souvent... Alors, il y a des personnes très sédentaires qui vont avoir des douleurs au tendon. D'ailleurs, souvent, ce qui est assez drôle, c'est que les personnes extrêmement sédentaires, des fois en surpoids, peuvent avoir les mêmes blessures que les athlètes de très haut niveau. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Mais les douleurs en tendon, là, voilà. C'est vrai que l'athlète aguerri va se blesser un peu moins, mais généralement, quand il va se blesser, ça peut être assez grave. Et notamment, les douleurs en tendon peuvent être aussi...
assez alarmantes. Est-ce qu'on doit s'inquiéter justement si on commence à avoir mal au tendon? Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces douleurs-là? Quoi est-ce qu'elles ressentent? Où est-ce qu'elles sont localisées? Et la marche à suivre? Alors, sur le tendon, donc déjà, il faut voir si c'est sur le corps du tendon ou sur l'anthèse. Donc, l'anthèse, c'est l'attache du tendon sur l'os. Typiquement, tu prends un tendon d'Achille, soit tu es en plein corps du tendon, ou soit c'est vraiment sur le talon, on va dire, et vraiment sur l'attache du tendon sur l'os. Les douleurs tendineuses, généralement, elles sont un peu plus sournoises que les douleurs musculaires. Elles surviennent souvent progressivement au cours d'une séance ou le lendemain d'une séance, par exemple le matin à froid, les premiers pas, tu sens que tu es hyper raide au niveau du tendon d'Achille. Il y a différents stades en fait dans les tendinopathies. Il y a le premier stade, c'est une douleur en gros qui arrive après l'effort et donc juste après le run, tu t'es arrêté, tu as le tendon qui tire un petit peu et puis 1 heure ou 2 heures après la douche quand tu es au repos, cette douleur-là elle est plus présente. Donc ça, c'est vraiment le premier stade de la tendinopathie. Le stade 2, c'est une douleur qui est pendant l'effort. Donc elle est là pendant tout ton run, tu sens le tendon qui est douloureux. Et le troisième stade, c'est une douleur qui est continue et surtout qui est présente dans la vie quotidienne. Donc là, on n'est plus dans le cadre de j'ai juste mal au tendon quand je cours, c'est j'ai mal au tendon quand je pars bosser, quand je vais manger ou si je me balade avec ma famille. Donc là, c'est vraiment le dernier stade de la tendinopathie. Alors, je dirais que grâce à ces stades, on peut savoir un petit peu quoi faire. Sur le stade 1, donc c'est vraiment la douleur après l'effort assez brève, tu peux essayer de dire okay, je vais décharger quelques jours, quitte à faire moins de course à pied et de faire une activité de décharge type du vélo ou de la natation, mais tu t'arrêtes pas complètement en fait, tu continues à avoir une activité, une petite contrainte sur le tendon, tu fais des exercices de renforcement, tu as déjà dû entendre parler du protocole de Stanish là, tu sais sur justement je voulais t'en parler au bord de marche, Mm-hmm. tu montes sur la pointe et puis tu redescends le talon que sur le côté douloureux. Donc voilà, pour moi, ce premier stade, tu peux quand même essayer de temporiser. Tu décharges un peu ou tu mets une activité de transfert, tu fais des petits exercices de renforcement, mais t'essayes pendant plusieurs jours de voir comment évolue cette douleur. Si tu es dans le deuxième stade où tu as vraiment mal pendant toute ta sortie, déjà, c'est pas le moment de majorer ta charge et ton intensité, d'accord? C'est pas le moment d'augmenter les séances de fractionné ou de faire des sorties longues. Il vaut mieux réduire à ce moment-là et faire que des petits footings, par exemple. Et puis, à côté, de renforcer ton tendon, pareil, on reparlait du protocole de Stanish, donc à la fois la phase de montée qui est importante, puis la phase de descente qu'on appelle la phase d'excentrique. Tu peux rajouter aussi un petit peu de poids si tu as une petite haltère à la maison ou si tu as un sac à dos, tu mets 1 ou 2 bouteilles d'eau dedans pour essayer de compliquer un petit peu l'exercice et de mettre un petit peu de poids. Et là, tu observes pareil sur 10-15 jours, tu majores pas la charge et tu vois comment répond le tendon. Ça peut très bien se passer, ta douleur, elle peut très bien disparaître assez rapidement. Donc, si c'est le cas, tant mieux, tu reprends progressivement ton programme d'entraînement. Si par contre, tu vois que ça n'a rien changé du tout, que c'est toujours douloureux, voire même que tu as les prémices des douleurs de la vie quotidienne, là, c'est sûr qu'il vaut mieux consulter. Et sur le dernier stade dont on parlait, où on t'a mal tout le temps, en gros, c'est vraiment, pour le coup, moi je conseille de stopper la course à pied, d'être que sur une activité de décharge, de transfert qui fait pas mal, donc vélo, natation, yoga, renforcement, enfin ce qui te plaît en fait, et de consulter. Le vrai warning, c'est vraiment la douleur dans la vie quotidienne. Ça, il faut se dire qu'en fait, si t'as mal dans la vie de tous les jours, ça va rien arranger de la course à pied sur la contrainte. Elle est beaucoup plus importante que quand tu marches et que tu vas au boulot ou tu vas chercher tes enfants, quoi. Donc c'est vrai que cette douleur vie quotidienne, elle est quand même, c'est une bonne alerte rouge et c'est là où il faut vraiment consulter, quoi. Faut pas rien faire avant, comme je t'ai dit, mais il faut pas se dire j'ai mal dans la vie quotidienne. Oh allez, je vais essayer un footing, ça va peut-être passer. Bah non, en fait, t'as mal dans la vie quotidienne, ça va pas passer dans ton footing, quoi. Souvent, ça c'est une recommandation effectivement intéressante parce que quand on boite à froid aussi, c'est quelque chose qui normalement ça doit vraiment être lumière rouge dans notre cerveau et les douleurs. Alors les douleurs au réveil,
elles peuvent, oui, voilà, sur tout ce qui est éveil musculaire, qu'on s'entraîne pas mal, surtout voilà, dans les prépas trail, les prépas marathon ou les prépas pistes où il y a des vitesses, soit beaucoup de foncier, soit beaucoup d'intensité. Ouais. Si elles peuvent se justifier, elles sont contrôlables. Voilà, il faut surveiller, mais c'est pas très inquiétant. Mais si ces douleurs, passées les 2-3 heures de réveil, elles perdurent tout au long de la journée, pareil, on doit s'inquiéter. Ouais. Parlons maintenant des douleurs articulaires. Alors évidemment, il y a les rotules, il y a voilà, tout ce qui va être lié à nos articulations. Ça aussi, ça peut faire peur. Ça peut pourrir la vie aussi de pas mal de coureurs et de coureuses. Voilà, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Comment est-ce qu'on peut identifier ça aussi? Est-ce qu'on doit consulter ou pas? Sous quelle forme ça peut avoir? Quel visage ça peut avoir? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces douleurs articulaires? Oui, bien sûr. Alors, les douleurs articulaires, donc chez le coureur, on l'a dit, hanches, genoux, chevilles, hein, c'est quand même assez rare qu'un coureur vienne me consulter parce qu'il a mal à une épaule en courant. Donc, c'est vrai que c'est en général vraiment orienté sur les membres inférieurs. Encore une fois, est-ce que c'est une douleur qui est présente que pendant le sport ou c'est une douleur au repos dans ma vie quotidienne? Est-ce que j'ai une mobilité articulaire préservée? Donc, en fait, ça, c'est vrai que c'est important de le notifier si j'ai du mal à plier mon genou, par exemple, ou si je sens une limitation au niveau de ma cheville. Déjà, pour moi, ça, c'est des critères qui poussent quand même à consulter l'atteinte de la mobilité articulaire et aussi le gonflement. Si le genou se met à gonfler, c'est sûr qu'il vaut mieux consulter assez rapidement. Au niveau de la réaction qu'on doit avoir par rapport à cette douleur articulaire, comme pour le reste, il faut réduire l'activité qui stresse mon articulation. Donc, si j'ai identifié que, par exemple, systématiquement, après chaque descente, j'ai mal au genou, et ben, on va et qu'à plat, ça se passe bien, et ben, on va essayer de continuer à courir, mais être plutôt à plat, et on va diminuer ces phénomènes de descente. Et si en réintroduisant un petit peu des descentes, de nouveau la douleur revient, effectivement, pour avoir un diagnostic médical, c'est mieux de consulter. Donc, dans un premier temps, je réduis ce qui stresse mon articulation, mon genou, ma cheville. J'essaye de trouver une activité, encore une fois, de transfert. Il y a plein d'autres sports qui existent et c'est important de garder une certaine mobilité, une certaine activité. Donc, c'est bien d'avoir une activité parallèle à la course à pied. Si mon articulation gonfle, c'est bien de mettre de la glace pour en fait calmer cette inflammation et puis consulter. Enfin, moi, c'est vrai que mobilité réduite et gonflement, j'ai tendance à préconiser assez rapidement d'aller consulter un spécialiste, quoi. Et sur les articulations, ce qui est intéressant, on en a pas mal parlé récemment, c'est de revoir peut-être au niveau de sa biomécanique de course. De temps en temps, c'est des problèmes en fait au niveau de la technique de course, au niveau de la foulée. Donc c'est pas mal de faire une analyse de foulée auprès d'un spécialiste qui a été formé à ça, et voir un petit peu s'il n'y a pas des petites choses à améliorer dans sa foulée pour justement diminuer les forces, la contrainte appliquée sur l'articulation. Parfois, ça se règle juste en modifiant un petit peu son matériel ou sa façon de courir et la douleur articulaire diminue. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il faut consulter kinés, médecins qui sont ostéos, qui sont vraiment sensibilisés à ce sujet et qui voient des sportifs, quoi. Ouais, justement, je vais rebondir sur ce que tu dis, mais est-ce que c'est important vraiment de prendre rendez-vous avec un médecin du sport, un spécialiste? Comment est-ce que va se passer la consultation? Parce que c'est pas forcément aussi évident de trouver en fonction d'où on habite. Alors si on habite à Paris, Lyon, Bordeaux, dans une grande ville, généralement on va trouver rapidement un spécialiste médecin du sport. Mais la réalité, quand on vit dans une ville un petit peu plus petite ou un peu en périphérie de ces villes, ça peut être compliqué d'avoir accès à un médecin du sport. Est-ce que néanmoins tu penses que c'est quand même nécessaire, puisque tu nous l'as dit tout à l'heure et moi j'ai pu le constater aussi souvent, alors un médecin généraliste pas vraiment coutumier, il peut prescrire quelques médicaments antidouleurs et recommander finalement l'arrêt du sport, et on va pas leur en vouloir quand on traite des grosses pathologies. On va dire que on n'est pas forcément dans l'empathie avec ce que peut ressentir un coureur à pied. Est-ce que c'est quand même un conseil important à donner dans la mesure du possible, aller voir un médecin spécialisé en trauma, un médecin du sport,
c'est quand même l'idéal. Oui, bah c'est sûr. Après, tu sais, dans notre cursus, faut pas jeter la pierre. Les Mhm. médecins généralistes, on n'est pas formé en fait clairement à la médecine du sport. Il y a tellement d'autres choses à savoir, à connaître et à gérer que comme tu l'as dit, c'est vrai que ça passe vraiment en second plan et il y a pas forcément aussi le temps de se former sur ce genre de spécialité. Donc il faut chacun gère comme il peut ce qu'il fait. Donc après en général c'est vrai que les médecins qui sont dans les un peu plus excentrés des villes, un peu plus dans les campagnes, ils savent quand même pas mal de choses, notamment liées à la traumato du sport. Ils doivent plus se débrouiller, on va dire, que le médecin qui est en pleine ville et qui a effectivement ses correspondants qui sont installés pas très loin, notamment le médecin du sport, le cardiologue. Donc c'est vrai que si on peut en fait consulter le médecin du sport, le spécialiste, c'est quand même c'est quand même mieux. Et puis si on habite loin, on essaie de se renseigner, de temporiser un petit peu avec les petits exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Et puis après, des fois, il vaut mieux faire un petit peu de route et avoir une réponse à sa question, avoir un diagnostic. Il vaut mieux parfois faire un petit peu de route et bien se prendre en charge que plutôt de bricoler dans son coin et de laisser traîner en fait. Donc Ouais. Alors justement, en matière de consultation, ça peut être aussi des fois un peu frustrant quand on est un coureur à pied, c'est qu'on va souvent rentrer dans une espèce d'engrenage avec des radios à passer, des IRM, parfois des scanners ou ce genre de choses, où à chaque fois il faut trouver de la place, il faut libérer du temps, il faut voilà. Et quelquefois on peut laisser un peu tomber. On va aller voir le médecin et puis bon. La radio, des fois, on sait qu'il n'y a rien de cassé, ça peut nous embêter, on ne comprend pas forcément pourquoi il faut la passer. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes étapes par lesquelles on doit passer et pourquoi aussi elles sont importantes parce que des fois, elle sert aussi à exclure certaines hypothèses. Et donc, une radio, même si on sait que c'est une douleur musculaire, il faut quand même des fois... voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, des fois, d'ailleurs, il faut savoir que dans la consultation, ce qui est hyper intéressant dans notre métier, c'est qu'il y a une grosse part de diagnostic qui est fait à l'interrogatoire, en fait. Et des fois, il suffit, tu vois, tu poses quelques questions, tu écoutes les gens et en 80% des cas, tu as fait ton diagnostic, en fait. Tu serais même pas obligé d'examiner. Tu sais déjà vers quoi tu te diriges. Et du coup, l'examen, il va servir à éliminer les autres diagnostics. En fait, l'examen, il va te dire, OK, donc moi, je pense à ça. Donc, sur la tendinite d'Achille, je vais faire un test pour être sûr que c'est bien qu'une tendinopathie et qu'il n'y ait pas une rupture. Donc, on a des tests qui permettent d'aller dans ce sens. Donc, par étape, en fait, on va avec l'examen physique, on va faire des tests qui vont nous permettre d'éliminer tel ou tel diagnostic et de réduire l'entonnoir et d'arriver vraiment vers le bout de l'entonnoir en se disant voilà, moi je m'attends à retrouver ça, est-ce que ça se confirme? Mais parfois on a quand même besoin de ce qu'on appelle les examens paracliniques, on a besoin d'une radio pour confirmer le diagnostic. Je te donne un exemple pas plus tard qu'il y a 48 heures, j'ai suspecté une fracture de fatigue sur le péroné chez un coureur à pied et puis je lui dis voilà, il avait mal depuis 15 jours, 3 semaines. Je lui dis ce serait quand même bien de faire une radio. Ah, vous êtes sûr, mais on va rien voir, machin. Et en fait j'ai eu la radio hier et tu vois le petit liseré, tu vois le petit trait qui confirme la fracture de fatigue. Voilà, au moins le diagnostic supposé, il est confirmé, on sait vers quoi on tend, on sait qu'il faut pas courir pendant 6-8 semaines, etc., etc. Et c'est vrai que parfois, il y en a qui n'ont pas envie de pousser, de faire les examens préconisés, mais je trouve que tu vas consulter, il faut quand même aller au bout des choses. Si on te conseille, il n'y a pas forcément toujours besoin d'un examen, mais si on te conseille de faire un examen, c'est quand même pour ton bien et puis pour confirmer le diagnostic, éliminer les diagnostics différentiels et puis ensuite, ça débouche sur un traitement, sur par exemple de la kiné, sur des soins en fait. Et c'est ça qui va permettre de te guérir. Pour l'échographie, par exemple, ça permet de faire le point sur le
tendon. Est-ce qu'il y a des petites calcifications? Est-ce qu'il y a une petite fissuration? Une lésion musculaire, grâce à l'écho, je vais pouvoir te dire quel est le grade de la lésion, quel est le stade de ta lésion. Donc ça va découler sur est-ce que je vais être privée de course pendant 3 semaines ou 6 semaines ou 8 semaines. Donc ça, c'est vraiment complémentaire en fait de l'examen physique, parce que ça va te permettre derrière de déboucher sur une potentielle durée pas d'inactivité, mais une durée de soins. Et voilà, pour moi, c'est vraiment complémentaire à l'examen. Donc l'écho, on a parlé de la radio. De temps en temps, effectivement, on voit pas bien la radio, donc on a besoin de faire une IRM qui permet vraiment de mieux explorer au genou, par exemple, les ménisques. Tu vois, on les voit pas, c'est pas quelque chose qui est visible en radio. Et on fait une IRM pour confirmer si on a un doute sur une lésion méniscale. Ou si le cartilage, le genou il gonfle, on se dit il a peut-être une lésion du cartilage derrière la rotule. Et c'est vrai que l'IRM va te permettre de confirmer ça. Donc en fait, c'est juste le déroulé d'une consultation, et c'est derrière cet examen-là, il va te permettre de confirmer ce qu'on suspecte à l'examen clinique, quoi. Oui, il faut aussi des fois exclure certaines pistes. Voilà. C'est parce que même si nous, on pense que ça peut être lié à notre pratique sportive, alors je vais caricaturer, mais c'est qu'on peut nous comprendre. Mais moi, j'ai déjà eu un coureur qui s'entraînait beaucoup, il avait un problème au pied, en fait, c'était une lésion tumeur. Donc là, exactement, c'est un cas extrême, là, il y a des... voilà. Mais parfois, on pense que tout est lié à la course à pied, on voit tout par le prisme du sport. Mais malheureusement, quelquefois, ça peut être autre chose. Donc aussi, le médecin du sport doit aussi avoir de pas tout voir par le sport, et aussi ne pas enlever certaines pistes que ça pourrait être un problème au bras pour les handballeurs. Ça peut être aussi un problème cardiaque. Il faut garder aussi les règles de santé de base, et c'est important de ne pas les exclure. C'est sûr, selon ce qu'on a eu aussi entendu, tu vois, à l'interrogatoire, quand le patient on discute, et nous parfois aussi on a des petites entre guillemets des petites lumières qui s'allument, et on se dit ok, là il y a quand même un contexte, par exemple de fatigue plus prononcée que d'habitude, ou de perte de poids ou autre. Il faut que j'aille faire un examen, il faut être sûr qu'il se passe rien d'autre. Le mal de dos, où on suspecte finalement qu'il y a peut-être une fracture de fatigue, et oui, il faut faire une radio, voire un scanner. Donc en fait, c'est vraiment pas pour embêter, hein, c'est vraiment juste parce que parfois aussi on a des petites lumières qui s'allument à l'interrogatoire ou à l'examen clinique, et puis ça nous pousse à faire des examens complémentaires, quoi. Donc en plus c'est vrai qu'on a quand même un système de soins qui est quand même bien fait, et on a la chance d'avoir accès à des centres, à des très bons radiologues. Donc pour moi, si c'est prescrit, il faut aller au bout des choses, et il faut faire l'examen, quoi. Bon, c'était important qu'on prenne 5-10 minutes pour parler de ça, parce que oui. Des fois, les coureurs à pied, on peut voir ça comme des contraintes, mais il faut savoir ce qui peut se cacher derrière. Je vais lancer maintenant un pavé dans la mare, Marion. Alors, c'est un peu la question qui fâche. Tu nous en as parlé tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. C'est l'automédication. Alors, évidemment, je ne parle pas de pratiques dopantes avec des traitements lourds qu'on peut voir. Mais là, on va plutôt parler d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires, des choses qu'on peut retrouver finalement en pharmacie, qui ne sont pas listés comme des produits dopants. On va mettre la codéine ou le Tranatol de côté. Alors, je ne sais pas si le Tramadol est considéré comme un produit dopant, mais je crois maintenant qu'il est... Sur certaines fédés, il est interdit, notamment en cyclisme. Ouais. Exactement. Alors après, des fois, c'est des médicaments qui sont souvent utilisés dans le milieu hospitalier, dans le milieu urgentiste. Quelquefois, on a mal, on va aux urgences, on peut avoir ces produits-là. Donc, il faut faire attention à ce qu'on nous prescrit. Les produits codéinés aussi, c'est des médicaments qui sont assez rares chez les médecins généralistes. Mais quelquefois, quand on va aux urgences, on peut avoir ce type de prescription. Donc, n'hésitez pas à dire que vous êtes sportif. Si vous faites de la compétition, en tout cas, même sur des championnats, on n'oublie pas que n'importe quelle personne qui participe à une compétition peut subir un contrôle antidopage. Oui. Sur l'UTMB, il y a déjà eu des contrôles vraiment en fond de peloton. Et évidemment, si vous participez à des championnats de France, même si ce n'est pas un athlète élite de très haut niveau, faites attention aux médicaments, même des produits contre la toux, contre le rhume. On peut avoir des soucis. Donc quand même, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Se renseigner, en parler à son médecin. Et puis on peut aussi
responsabiliser aussi. Regardez sur Internet, il y a le site de l'AFLD où tu tapes AFLD et puis tu peux rentrer le nom du médicament que tu prends ou que tu veux prendre, enfin en tout cas qui est disponible en vente libre par exemple, et tu peux vérifier en fait, voir si c'est sur la liste des dopants ou pas. C'est vraiment votre responsabilité, et moi j'insiste sur ça, c'est la responsabilité des athlètes de faire attention à ce qu'ils prennent. S'ils participent à des compétitions, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, parce que des fois on entend ça, tu sais, et moi ça m'agace, et je suis vraiment pour la tolérance zéro sur nul n'est censé ignorer la loi, et c'est vraiment un critère important. Ouais. Surtout quelquefois on entend ça, oui j'ai pris un complément alimentaire, d'accord, mais mon complément alimentaire on l'achète sur internet et qui vient de Thaïlande, il y a quand même des risques. Voilà, il faut quand même se poser certaines questions. Je pense que c'est certains produits qu'on peut prendre et que des fois ça a bon dos, c'est un autre sujet, mais ça a un bon dos. Donc normalement, en tout cas, les entraîneurs sont très vigilants à ça. C'est assez rare quand même que le monde du haut niveau, ou sinon c'est vraiment de la mauvaise foi. Mais il y a aussi des produits, je pense notamment, tu sais, sur tout ce qui est les produits, tu sais, pour les retours veineux, ce genre de choses. Ouais. Comment ça s'appelle? Les bas de contention, mais ça, c'est des... Oui, non, mais les médicaments. T'as le Ginkor, là. Ginkor, ouais. Ginkor, là, les produits comme ça. Après, c'est des produits qui sont détournés quelquefois. Oui, mais de toute façon, toute prise d'un médicament doit nécessiter un contrôle pour être sûr que ça va pas être déjà dans les dopants, et surtout pas néfaste aussi pour la santé, parce que tout à l'heure on parlait un peu des anti-inflammatoires, mais typiquement, bah oui, c'est pas dans la liste des dopants, mais par contre, y a des risques quand même, tu vois, à prendre un anti-inflammatoire. Justement, moi, quelque chose, alors c'était un autre temps, quoique c'était les années 2010, moi ça m'arrivait d'entendre des courbatures, et puis j'entendais des coureurs un peu plus anciens me recommander de prendre ibuprofène, paracétamol, de mélanger les deux molécules, et que c'était très efficace. C'est faux. Mais on me disait, tu prends un Doliprane, un ibuprofène, tu prends les deux, et ça va t'aider. Parce que, encore une fois, quand on dit anti-inflammatoire, on pense souvent à des anti-inflammatoires vendus sous ordonnance, mais l'ibuprofène, en France, c'est vrai que nous on a le paracétamol, mais finalement c'est une exception française, il y a très peu de pays qui utilisent cette molécule, il y a beaucoup de pays quand même qui utilisent l'ibuprofène. L'ibuprofène, ça a aussi des vertus anti-inflammatoires. Donc voilà, est-ce que ce mélange de médicaments, est-ce que c'est quand même à conseiller? C'est quoi tes indications par rapport à ça? Non, alors honnêtement, les anti-inflammatoires t'as déjà un risque rénal en fait à l'effort. En fait, tu peux te mettre en insuffisance rénale en prenant des anti-inflammatoires. Tu peux mettre en péril ton système digestif aussi, parce que tu peux avoir des saignements en fait intestinaux. L'anti-inflammatoire, il abîme la barrière intestinale, donc tu peux avoir des saignements. Tu peux modifier ce qu'on appelle la perméabilité intestinale, donc avoir des vrais troubles digestifs à l'effort. On l'a dit, un anti-inflammatoire, c'est quoi? Ça masque la douleur en fait. Donc en fait, tu vas avoir l'impression d'avoir moins mal, et tu vas aggraver ta blessure. Si tu as une douleur, une lésion, tu vas l'aggraver parce que tu vas forcer plus. Au niveau du processus naturel de cicatrisation du corps, les anti-inflammatoires, ils vont bloquer ça. Si tu prends directement un anti-inflammatoire après une séance, ton corps, le but de la séance, c'est de provoquer une adaptation musculo-tendineuse. Et si tu prends des anti-inflammatoires, en fait, tu vas bloquer cette adaptation naturelle. Donc, tu vas bloquer aussi ta progression, la progression de ton corps aux séances. Donc, c'est vrai que pour moi, prendre des anti-inflammatoires, c'est une douleur, c'est pas rien. On en parle depuis le début de l'émission. C'est vraiment un signal d'alarme qui est envoyé par l'organisme, et cette douleur, elle doit quand même être écoutée, donc ça sert à rien de la masquer. Si vraiment il y a douleur, pourquoi pas prendre du Doliprane, tu vois, du paracétamol.
Encore qu'il faut respecter le dosage parce que tu peux mettre en péril ton foie si tu prends pas les bons dosages. Donc encore une fois, c'est peut-être la seule chose qu'on peut prendre si on a des douleurs, c'est du paracétamol. Et puis après, c'est vrai que tu as tout ce qui est huile essentielle mélangée à une huile végétale, de la glace si la douleur, typiquement la douleur articulaire, si tu mets de la glace, effectivement, ça va te soulager. C'est un effet anti-inflammatoire sans prendre de médicaments par voie orale, quoi. Donc non, je suis pas en faveur des anti-inflammatoires. Tu me racontes. Bon, voilà qui est clair. Merci pour ces explications un peu plus claires même, je dirais. J'aimerais, on va pas terminer cet épisode sans qu'on s'intéresse à un aspect qu'on évoque finalement peu quand on parle de gestion de la blessure. Je parle évidemment un peu de la psychologie des coureurs à pied face à la blessure. Parce que, je disais en introduction, c'est très compliqué quand on est un coureur passionné d'accepter une période de blessure, d'accepter de ne plus s'entraîner. On a vraiment une sensation de vide, parfois une sensation aussi un peu de manque. Je vais reprendre un peu le champ lexical de la dépendance, même si, évidemment, voilà, il y a des dépendances qui sont plus bonnes que d'autres. Et je suppose que toi, en tant que médecin du sport, tu es confronté, et même en tant qu'athlète, traileuse de haut niveau, tu es confronté un peu à ça. Je parle également aussi des biais qu'on peut avoir dans notre faculté justement d'analyser. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'avais pourtant conscience des choses, mais voilà, j'ai voulu faire un petit peu l'autruche. Comment est-ce qu'on doit faire face à une blessure psychologiquement ? Comment est-ce qu'on peut aussi relativiser vis-à-vis de ton expérience? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? J'ai envie de dire que faire l'autruche, c'est quand même un mécanisme qui est entre guillemets, normal, pas inhabituel. C'est vraiment un mécanisme de défense du sportif face à la blessure. Mais il faut savoir que effectivement, ça peut vraiment desservir. Tout à l'heure, on parlait des stades de la tendinopathie. C'est dommage si tu es au stade 1 de laisser progresser vers le stade 3 voire 4 avec la rupture du tendon. Pareil pour la lésion musculaire qui au début était bénigne. Tu avais un premier stade et tu l'as pas écouté, tu as continué à forcer dessus, au final tu as un gros décollement et tu as une lésion qui va t'handicaper et te mettre de côté pendant 8 semaines. Donc pour moi, il faut, une fois qu'on a ce diagnostic, une fois qu'on a cette blessure, cette lésion, il faut l'accepter et puis ensuite mettre tout en place un processus de guérison, de cicatrisation, donc de se prendre en charge en fait, de faire des exercices avec préconisé par son médecin, préconisé par son kiné, de faire ses séances de kiné, de les faire. Si on donne des exercices à faire à la maison, c'est pas pour t'embêter, c'est justement pour prendre en charge la lésion et faire qu'elle se soigne. Donc pour moi, faire l'autruche, c'est normal, on va dire, dans un premier temps, mais il faut vite se raisonner et se dire que ça va être une perte de temps de pas s'en occuper. Et il vaut mieux s'en occuper tout de suite et être remis, on va dire, plus rapidement que de se dire allez, je verrai, je laisse passer une semaine, 15 jours, 3 semaines. Et au final, c'est plus de la perte de temps. Donc, il faut accepter quand il y a quelque chose qui va pas. Il faut l'analyser, se faire aider avec son médecin, son kiné, son ostéo, prendre les décisions nécessaires qui correspondent à ce diagnostic, à cette lésion. Et puis après, se raisonner notamment sur ses objectifs. Le nombre de fois où c'est vrai qu'il y a une grande déception quand tu te blesses une semaine, 15 jours avant ta course, ton marathon, ton semi. J'essaie toujours de dire avec mon patient, il y aura sûrement d'autres objectifs en fait. Peut-être essayer de déporter ces objectifs prioritaires en objectifs secondaires et puis trouver autre chose qui a lieu dans 2 mois, 3 mois quand on sera remis, quoi. Voilà, il faut rester vigilant sur tout ça et des fois il vaut mieux perdre une semaine d'entraînement, 15 jours d'entraînement plutôt que 8 voire 10 parce qu'on aura laissé traîner la chose, quoi. Merci pour ces conseils. À l'inverse, j'ai connu aussi pas mal de coureurs qui tombaient un peu dans une espèce d'hypervigilance, Ouais. et notamment à l'approche des échéances importantes, comme, je sais pas, un marathon de Paris, un UTMB, voilà, des courses auxquelles on s'est beaucoup investi. Et quelquefois, quelques semaines, quelques jours avant, on peut un peu tomber dans l'excès inverse et à la moindre petite douleur, s'en faire une montagne, susciter une espèce de crainte, parce qu'on a la peur de ne pas pouvoir prendre le départ. On psychote, en fait, pour parler un peu
un peu dans le langage courant. Et puis, on n'est pas tous égaux, tu l'as dit, face au ressentiment de la douleur. Il y a des gens qui vont très bien supporter cette douleur, d'autres qui vont, voilà, ça va être plus handicapant pour eux. Et ça, c'est comme ça. Toi, comment est-ce que tu penses qu'il faut qu'on fasse attention à cette hypervigilance qui peut parfois devenir vraiment handicapante ? Oui, c'est sûr que si on a toujours des petites tensions à l'approche d'une compétition, systématiquement, tu vois, ça, des fois, c'est la faute à pas de chance. T'as la blessure qui arrive 10-15 jours avant l'échéance. Et puis après, il y a certains profils où tu te rends compte qu'à chaque fois qu'ils ont une échéance, à chaque fois il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est pile à ce moment-là où il y a une tension au niveau musculaire, il y a une tension au niveau tendineuse. Et donc face à cette, on va dire, cette hypervigilance, pour moi, il y a une grande part un peu de stress aussi. Donc, faut peut-être essayer de voir ce côté stress et puis du coup jouer sur des méthodes de relaxation à l'approche d'une échéance, pardon. La prépa mentale, pour moi, elle a toute sa place et tout son intérêt. La prépa mentale, c'est vraiment pas réservé à l'élite, aux sportifs de haut niveau. La prépa mentale, c'est pour tout le monde. Et si on sent qu'effectivement, à l'approche de chaque échéance, on a ces gènes, ces tensions, cette tension, ces contractions. Et pour moi, solliciter un prépa mental, ça peut régler en fait ce genre de soucis. Donc voilà, il y a différents types de méthodes de relaxation. T'as la cohérence cardiaque, le body scan avant de te coucher, la méditation simple. Donc je pense qu'en jouant un petit peu sur cet aspect-là de la préparation, parce que une prépa, c'est pas que faire des séances, c'est aussi récupérer, c'est aussi préparer sa tête aussi, parce que ce marathon justement, il va sûrement être aussi un peu douloureux. Donc la part de prépa mentale, d'envisager les séances et de réaliser la perf qu'on souhaite le jour J, ça passe aussi par le mental. Donc il faut pas hésiter à s'entourer de professionnels qui sont formés là-dedans. Et ça tombe bien, puisque dans Body and Mind, tu sais qu'on a aussi une préparatrice mentale, Oui. Manon Vercouter, qui fait justement le binôme avec toi. Donc voilà, on en a bien conscience chez nous, chez Dans la tête d'un coureur. Donc n'hésitez pas à aller écouter la partie santé mentale avec Manon. Vous allez avoir aussi quelques pistes concernant la prépa mentale. Et puis aussi, j'en profite pour vous parler d'un épisode qu'on a enregistré avec Major Mouvement autour justement de l'impact de nos émotions dans la perception de la douleur, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre nos émotions, notre état de stress, d'anxiété et la perception qu'on a de nos douleurs. Je vous mettrai le lien en descriptif de cet épisode, puisque l'épisode est vraiment très intéressant et sera vraiment complémentaire à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, Marion. Merci beaucoup de nous avoir un peu éclairé sur tout ça. J'espère que maintenant, vous allez pouvoir interpréter ces douleurs, ces petites gênes, savoir si on doit s'inquiéter ou pas et comment agir pour éviter le pire. Marion, on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Body and Mind. Puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, Guillaume. À bientôt.